Les biais cognitifs, ou bien comment se fait-il que les gens ont une perception biaisée des situations? Précédemment, nous avons discuté de l'effet Cobra, où, au lieu de résoudre des problèmes, les solutions qui ont été apportées par les politiques publiques avaient tendance à les aggraver. Ce fut effectivement le cas pour l'exemple de la ville de Delhi, où les habitants, au lieu de s'épuiser à chasser des serpents pour obtenir la prime financière proposée par le gouvernement, ont plutôt choisi de créer des élevages clandestins de cobras, puis de les tuer un par un à la naissance pour les remettre aux administrations coloniales. Cette stratégie leur permettait d'obtenir un grand nombre de serpents, non seulement à portée de main, mais aussi d'avoir une ressource qui se renouvelle constamment et de toucher finalement un maximum de primes par serpent mort remis. Ainsi, l'effet souhaité par la ville, qui était de réduire le nombre de serpents, n'a finalement pas fonctionné et a eu l'effet contraire. Le nombre de cobras sauvages s'est accru dans la ville de Delhi. En fin de compte, il semblerait que ça a été les citoyens qui ont fait plus preuve d'intelligence que l'administration. Et c'est ce qui explique qu'ils ont choisi ce comportement déviant. Cependant, même si la foule peut avoir un comportement déviant intentionnel, il se peut également que la foule ait un comportement déviant, voire même irrationnel, sans faire exprès, parce qu'il dispose de ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et dans cet extrait audio, je vais essayer de vous raconter ce que dit l'auteur à ce sujet des biais cognitifs. Mais au juste, que sont les biais cognitifs ? Les biais cognitifs sont des erreurs classiques que fait notre cerveau lorsqu'il traite de l'information. On en fait tous, chacun d'entre nous, qui que l'on soit. Ces biais altèrent notre perception de la réalité, ce qui peut entraîner que nous adoptons des comportements inadaptés, voire déviants, suite à une vision altérée du monde. Si je me souviens bien, dans l'ouvrage de Kahneman, il avait été identifié une centaine de biais cognitifs, mais dans ce podcast, nous allons nous pencher sur 3 d'entre eux. Ces derniers vous donneront un aperçu sur leurs effets sur nos vies. Nous avons le biais de disponibilité, qui se manifeste lorsque nous sommes influencés par les informations les plus récentes, celles qu'on récupère le plus facilement dans notre esprit, au lieu de finalement faire la somme des informations pertinentes que nous pouvons avoir à ce sujet. Il y a également le biais de négativité, une tendance à percevoir davantage les informations négatives et même bien pire qu'elles ne le sont déjà. Et nous avons également le biais d'ancrage lorsque nous sommes influencés par des informations qui nous précèdent. C'est dit un peu rapidement, c'est pour ça que je vais vous les présenter en détail. Donc commençons par le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est notre tendance naturelle à accorder une trop grande importance aux informations immédiatement accessibles en mémoire, par rapport à l'ensemble des informations pertinentes qu'on pourrait solliciter. En d'autres termes, nous avons tendance à nous former des opinions hâtivement sur les données qui nous sont facilement disponibles. Le plus souvent, ce sont les plus récentes, au lieu de tenir compte de l'ensemble des informations qui pourraient être pertinentes pour notre raisonnement. Cependant, ce n'est pas toujours l'information la plus récente, la plus immédiate, la plus accessible à notre mémoire qui conduit finalement aux meilleures décisions et aux meilleurs raisonnements. Kahneman nous en parle davantage en prenant l'exemple concret de l'affaire Allard en 1989 qui s'est déroulée aux États-Unis, au sujet d'un conservateur utilisé sur des pommes. Effectivement, cette année-là, plusieurs journaux des États-Unis ont rapporté que l'Allard pouvait provoquer le cancer chez des souris. Mais il était aussi important de noter que ces effets cancérigènes avaient lieu lorsqu'on donne ce conservateur sur des pommes dans des doses astronomiques qui ont été données aux souris. Mais malgré tout, l'opinion s'est mobilisée pour demander l'interdiction de ce produit. Et ça a créé des manifestations avec même des célébrités en tête d'affiche. Et bien que les recherches ultérieures ont confirmé que le risque de cancer chez ces humains était minime, donc une information plutôt fiable, les craintes persistaient. Du coup, tout cet emballement médiatique, ça n'a pas aidé. Et malheureusement, la population américaine a retenu que ce que les médias ont à rapporter à ce produit. Finalement, malgré l'innocuité scientifique de l'Allard, elle a été interdite. Et cela illustre combien les perceptions populaires, faites rapidement, peuvent l'emporter finalement sur la science et les données objectives et nuancées qu'elle propose. Ainsi, avec le biais de disponibilité, plutôt que de se baser sur des informations pertinentes issues de la recherche scientifique, la population a préféré utiliser l'information directement disponible, que ce soit par les médias, les réactions populaires dans les rues, ce que disent les stars,
etc., etc. Mais voilà, si dans notre quotidien, on s'appuie sur le biais de disponibilité, on devrait peut-être faire de nombreuses erreurs de jugement. C'est donc déconseillé. Maintenant, le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quand notre cognition donne vraiment plus d'importance aux choses négatives qu'aux choses positives. Imaginons que l'on trouve un petit cafard dans un panier de fraises. Nous aurons une tendance naturelle à se focaliser sur ce cafard et tout le panier de fraises finalement nous paraîtra entièrement contaminé par lui. C'est notre évolution qui a fait qu'on a ce type de cognition. Car oui, au départ, c'était super pertinent. Au départ, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Et à cette époque-là, ce type de réflexion était extrêmement adaptative et même stratégique. C'est ce qui nous a permis notre survie. À cette époque, il valait mieux éviter de consommer des aliments qui semblaient suspects plutôt que de prendre le risque de les manger et de tomber malade, voire de s'intoxiquer avec la nourriture par des bactéries et des substances extrêmement dangereuses. Et même si le risque de décès par la consommation de baies était très rare, voire minime, un peu pareil que ces fraises à côté du cafard dans ce panier de fraises, les conséquences pouvaient être désastreuses, voire potentiellement mortelles. Donc ce biais cognitif, qui a tendance à amplifier l'information négative, sa dangerosité, n'a rien d'illogique si on prend en compte la dimension de la survie. Cette surréaction au danger avait un rôle hyper important dans la survie humaine. Mieux valait s'alarmer sur un événement sans incidence que de négliger un danger potentiel qui entraînerait un péril mortel. Le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand une première information influence notre prise de décision. Et même si cette première information est complètement stupide, les informations qui nous précèdent sont comme des points de repère sur lesquels nos jugements s'appuient. Et dans ce livre, c'est illustré par ce que j'appellerais l'exemple des séquoias. En fait, c'est issu d'une expérience qui a été réalisée à l'équivalent du Musée des sciences français dans la ville de San Francisco. Les participants ont été divisés en 2 groupes et devaient répondre à la question suivante. Quelle est la taille du plus grand séquoia ? Mais dans le premier groupe, une question au préalable a été donnée. Selon vous, le plus grand des séquoias du monde mesure-t-il 55 mètres ? Oui ou non ? Et dans le second groupe, la question au préalable donnée a été « Selon vous, le plus grand séquoia du monde mesure-t-il plus ou moins de 360 mètres ?» Donc la différence, c'est que dans le premier groupe, on fait une question où on demande de juger si le plus grand séquoia fait plus ou moins de 55 mètres et dans le second, plus ou moins de 360 mètres. Et est-ce que du coup, quand ils vont répondre à la seconde question, ils vont répondre pareil ? Pensez-vous que les 2 groupes auront une estimation similaire ? Eh bien non. Dans le premier groupe, qui avait été exposé à ce qu'on peut qualifier d'ancrage de 55 mètres, il a estimé que le plus grand séquoia mesurait 86 mètres en moyenne. Dans le second groupe, qui était exposé à un ancrage de 360 mètres, a estimé que le plus grand séquoia du monde mesurait 257 mètres. Cela montre à quel point l'information initialement donnée par la question a influencé et biaisé la réponse des participants. Cet effet d'ancrage, il va être retrouvé et utilisé par plusieurs gens de la société, comme par exemple des agents immobiliers, des commissaires-priseurs ou bien même des organisations caritatives. C'est un biais à connaître dans le quotidien et qui influence finalement les gens. Par exemple, si, c'est un exemple libre là que je propose, mais si dans le cadre d'une association caritative, on vous propose un don en disant que le participant précédent a versé 200 €, mais que vous êtes libre finalement de donner la somme que vous voulez pour cette association, si vous donnez de l'argent, peut-être vous allez tenter de verser 200 € plutôt que de faire un petit don tout simple de 10 €, ce que vous aviez comme idée au départ par exemple. Alors pourquoi parle-t-il de tous ces biais finalement cognitifs que nous avons en nous ? Dans les politiques publiques, il paraît important maintenant de considérer en fait toute la psychologie humaine. Et pour pouvoir anticiper les comportements déviants de la population, ils doivent à la fois prendre en compte les effets intentionnels d'une population qui est ceux par exemple de l'effet Cobra, mais aussi des différents biais cognitifs qui font que les comportements attendus par les gens
par les administrateurs ne sera pas forcément celle qui apparaîtra dans la population. Et donc ça rejoint finalement la pensée que les politiques publiques doivent avoir une bonne connaissance de la psychologie sociale, humaine, avant de proposer différentes démarches. La prochaine fois, nous allons parler... attendez que je regarde. Ah oui, on va parler du chapitre de la coopération présenté dans ce livre comme un indispensable pour vivre en société. Bonne journée!